Bonsoir à chacune et chacun, très heureux de vous retrouver pour cette 20e conférence des 10 ans de TAD. Alors ce soir, nous recevons Sylvain Vaccarès, qui est un personnage, vous vous en rendrez compte dans deux écrans, et qui est surtout le dirigeant fondateur du cabinet Learning Salad. Alors, vous voyez qu'à travers ce nom même, Sylvain a un goût particulier pour le mélange des genres, je dirais, ou le mélange l'hybridation des expériences. Alors effectivement, si dans le cadre de son cabinet, il intervient essentiellement auprès d'entreprises, il est aussi maître de conférence associé à l'université de Rennes 1. Et il est responsable d'un dispositif, d'un master, qui forme des chefs de projet e-learning. Alors c'est bien de ce dispositif dont il va nous entretenir ce soir et notamment des modalités tutorales qui ont été mises en place progressivement dans ce master. D'ailleurs, avec la contribution des principaux bénéficiaires que sont les étudiants de ces services. Et donc, je ne vais pas faire beaucoup plus long pour le présenter. Je vais simplement vous rappeler que vous avez la possibilité de poser vos questions, noter vos remarques tout au long de son intervention dans le chat qui se situe en bas à gauche de votre écran et que vous pouvez aussi utiliser Twitter avec l'hashtag TAD10 pour faire de même. Donc je vous souhaite une très bonne conférence. On se retrouvera d'ici 40-45 minutes pour justement faire écho à vos questions, vos remarques et échanger avec Sylvain. Pour un plus grand confort, nous allons couper nos caméras et aussi couper nos micros. Et Sylvain, je vais te donner la main. Voilà qui est fait. C'est à toi. D'accord, merci Jacques. Euh, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés, en tout cas, au moins virtuellement, jusqu'à cette réunion de ce soir. Alors, je vais passer vite, hein. Je m'appelle Sylvain Vacares, comme disait Jacques tout à l'heure. Je vais vous parler ce soir, en fait, hein, d'un dispositif tutoral spécifique, qui est celui qu'on a mis en place, d'ailleurs avec l'aide de Jacques, hein, qui a fortement contribué, même s'il ne l'a pas dit dans son introduction, dans le cadre du master que j'anime avec des collègues de l'Université de Rennes 1 et qui forment donc des ingénieurs en e-formation, hein, des gens qui ont pour but, hein, d'apprendre à devenir des chefs de projet, des concepteurs, des responsables, en tous les cas dans la mise en œuvre de dispositifs de formation incluant au moins une partie de nouvelles technologies comme véhicule, hein, de la formation. Alors, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste à proprement parler du tutorat. Je vais plutôt vous donner en fait le point de vue finalement de quelqu'un qui enfin, qui doit organiser finalement une formation et qui intègre un dispositif tutoral à l'intérieur de cette formation. Et j'ai donc décidé en fait dans ce pour vous présenter ça, de faire une intervention en 3 points, c'est très classique. D'abord, je vais vous raconter un petit peu l'histoire pour que vous puissiez situer ce qu'est cette formation, ce master, en fait, un petit peu comment il est organisé, d'où il vient. On verra ensuite, dans un deuxième temps, quels sont les points clés, en tous les cas ceux qui me paraissent importants en fait, hein, en matière de tutorat dans un dispositif de cette nature-là. Et puis on essaiera d'extrapoler aussi un peu au-delà du contexte purement universitaire, et en tous les cas au moins au-delà du contexte de ce master propre. Et puis je terminerai sur les difficultés qui me semblent être des choses qui ne sont pas totalement résolues, en tous les cas de notre point de vue, et qui sont aussi des points de vigilance qui peut-être pas de solution finalement définitive, mais qui sont peut-être des difficultés récurrentes auxquelles il faut faire attention, même si on a réussi finalement à mettre en place un dispositif tutoral qui semble efficace. Alors, on va commencer par la première partie, un peu l'histoire du master. Ce master, en fait, a été créé en 2005. Je l'ai créé avec Patrice Mouton, donc, hein,
enseignant de l'Université de Rennes 1. Et en 2005, on a démarré sur un dispositif qui était 100% à distance, avec de petits effectifs, hein, ça démarrait tout juste, et on a donc créé une formation qui apportait un certain nombre de connaissances en fait à des gens qui voulaient intégrer du e-learning dans des dispositifs de formation existants, souvent des dispositifs de formation présentielle. Dès l'année suivante, on a eu de nouvelles demandes en fait, hein, sur des programmes un peu plus longs. On a donc étendu un petit peu la maquette du master et puis on a commencé à intégrer des regroupements. Donc on a commencé à mettre du présentiel finalement dans quelque chose qui était 100% à distance. Et puis on a commencé à avoir des groupes plus gros. Et puis très rapidement, s'est posé la question de savoir comment on allait finalement articuler ce dispositif qui devenait de plus en plus complexe et qui devait gérer des effectifs de plus en plus grands. Donc c'est comme ça que on a un peu étoffé ce dispositif et qu'on s'est posé la question d'un dispositif tutoral. Alors on a eu la chance que Jacques nous rejoigne en fait dans ce master et qu'il puisse à la fois apporter finalement son regard d'expert pour animer un cours sur le tutorat dans le cadre du master, bien sûr, mais aussi pour porter un regard sur notre propre dispositif, en tous les cas ce qu'on avait commencé à faire, et voir comment on pouvait l'améliorer. Et c'est donc un petit peu de ça que je vais vous parler à partir de maintenant. Alors, bon, pour vous brosser quand même un petit peu les choses de manière un peu plus précise, ce master, en fait, est caractérisé par différentes choses, et notamment le fait qu'on a affaire à une population qui est extrêmement hétérogène. Alors, quand je dis une population extrêmement hétérogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a des étudiants en formation initiale, hein, en petit nombre, mais ils sont quand même là, en fait. Hein, il s'agit bien d'un master de formation initiale. Et puis, on a une immense majorité de gens qui sont des gens en formation continue. Dans ces gens qui nous rejoignent, beaucoup d'entre eux, hein, une majorité, sont des gens qui travaillent en fait pendant le moment où ils font le master. Donc, ce sont des gens qui cumulent en fait une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, une vie de famille en général, puisque évidemment, on prend des gens qui sont plutôt expérimentés, donc ce sont des gens qui sont en charge de famille. Et puis en plus, évidemment, la charge de la formation, sachant que la charge est relativement lourde. Donc on a une population qui est assez hétérogène en termes d'âge, hein, ça va de 23 à je sais pas, 55 ans. En termes d'expérience professionnelle, on a des gens qui viennent de l'administration, des gens qui sont dans des entreprises privées, dans des petites structures, des grandes structures, toutes sortes vraiment de gens avec des parcours de vie extrêmement variés. Et tout ça se fait en majorité à distance, donc il faut arriver à créer quand même une notion de groupe à partir de cet état de départ, on va dire, euh, qui, qui n'est pas naturellement un terrain facile, on va dire, hein, pour homogénéiser voilà, un groupe de formation d'apprenants. Ensuite, on a une dispersion géographique assez grande, hein, puisque les gens, comme ça se passe à distance, ne se voient pas en dehors des regroupements qu'on organise nous, et même pour certains qui sont très éloignés, comme des gens qui se trouvent, je sais pas, aux Antilles, par exemple, ou au Canada, ou aux Émirats arabes unis, enfin, des gens dans différentes zones du monde. Ces gens-là ne viennent pas évidemment juste pour 2 jours, une fois par mois à Rennes, et donc certains de nos étudiants ne voient jamais physiquement les autres. Donc on a là aussi à gérer cette dimension-là, faire un groupe avec des gens qui ne se rencontrent jamais. Euh, et puis on a un contenu qui est très dense en fait. Hein. On a dans notre master en fait 16 cours. Qui représentent en fait une charge de travail très importante et la plupart de nos étudiants font ce master sur une année, hein, c'est un master 2, ils le font réellement un an en cumulant hein, leur activité professionnelle en plus de cette formation. Donc pour nos étudiants, ça représente une charge de travail extrêmement importante, donc une capacité, je dirais, à rendre le temps élastique très faible, hein, puisque finalement ils sont en phénomène de saturation quasiment permanente. Donc, donc quand même une nécessité d'avoir un dispositif qui maintienne la motivation à un niveau très très élevé pour ces apprenants, de façon à ce qu'ils n'abandonnent pas en cours de route, découragés par la difficulté. Voilà. Donc
Alors certains d'entre eux, je vois, des anciens ou des actuels d'ailleurs, en fait, hein, sont présents ce soir. Ils pourront, ils pourront témoigner. Euh, alors, comment ça se passe dans ce master, hein, pour vous brosser un petit peu les choses de manière un peu concrète, pour chaque enfin pour chaque cours, hein, ici c'est la description d'un cours, vous avez vous avez une journée de regroupement. Alors c'est pas forcément la première journée, hein, c'est pas forcément chronologique ce schéma-là. Il y a une journée de regroupement, donc globalement nos étudiants se voient 7 fois. Ils viennent 7 fois 2 jours, hein, des vendredis, samedis en fait à Rennes. Donc, dans chacun de ces regroupements, il y a une journée consacrée à un cours, une autre journée consacrée à un autre cours, et puis comme ça, on a les 14 cours qui défilent. Ensuite, on a 3 classes virtuelles qui ont lieu le soir de 21h à 23h, donc avec un outil qui est celui qu'on utilise ce soir, hein, VIA. Euh, ça fait une cinquantaine de classes virtuelles dans le cursus. Des modules d'auto-formation, des documents à lire qui sont regroupés dans une plateforme de Moodle, hein, donc un LMS, celui de l'université, un dispositif tutoral sur lequel évidemment je reviendrai après, des travaux en fait individuels ou de groupe en fait qui font l'objet d'une évaluation pour valider les acquis, valider les crédits universitaires, les modules. Bien sûr, ça c'est pour la partie cours. Il y a aussi une partie mémoire, euh, un projet mémoire, on est dans un master 2, qui compte pour à peu près la moitié de l'évaluation globale de la formation. Donc, ça veut dire qu'pour chaque cours, on a un enseignant, en fait, un responsable, ou parfois même deux, et donc on va passer par tout ce cycle, en fait, hein, d'une journée de développement. Donc l'enseignant va être en face à face, réellement en face des étudiants, une seule fois, dans l'ensemble du parcours, pendant toute une journée à Rennes. Euh, Après, il y aura évidemment des moments synchrones, 3 moments synchrones en classe virtuelle, et tout le reste est asynchrone. Donc une configuration qui n'est pas très compliquée, mais qui mixe quand même du synchrone distanciel, de l'asynchrone et du présentiel de façon voilà, très très mêlée, en fait, hein, on va dire. Alors, ça, c'est la manière dont notre dispositif fonctionne. Euh, bon, quel constat on fait? Donc, hein, c'est depuis 2005, on a 2 rentrées par an, une en octobre, une en janvier. Donc, on a vu passer un paquet d'étudiants. Je ne sais pas exactement combien, je ne vais pas compter, mais on a quand même pas mal de recul maintenant sur ce qui se passe. Qu'est-ce que l'on constate? On a un taux d'abandon qui est très faible, alors qu'on n'a pas de, je dirais qu'on n'a pas une politique ultra sélective en matière de recrutement, hein. On cherche à savoir si les gens finalement ont un projet. Euh, euh, voilà, et puis pourquoi ils viennent, pourquoi ils nous rejoignent. Et ça nous paraît, si on nous paraît savoir le niveau et être suffisamment motivés, bah, ils peuvent nous rejoindre. Donc en partant voilà, de sélection finalement assez simple et pas hyper sélectif, on arrive quand même en fait à maintenir les gens jusqu'au bout de leur formation. Tous ne finissent pas en un an, mais ils finissent toujours par y arriver en 2 ans, parfois même en trois. C'est plus rare, mais on amène à peu près tout le monde. Et puis, ce qu'on remarque également, ça, on peut le dire par comparaison avec d'autres formations dans lesquelles on intervient. Les différents intervenants de ce master interviennent dans d'autres universités, donc peuvent comparer, hein, sur des niveaux comparables. On a une qualité des travaux rendus par nos étudiants dans ce master qui est sensiblement, même parfois très sensiblement, au-dessus de ce que l'on constate en fait dans les autres formations qu'on anime, équivalentes, hein, de niveau équivalent, avec des structures, enfin des masters, on va dire, plus traditionnels, avec des cours en présentiel, des étudiants classiques, etc. Donc, ça, c'est ce que l'on constate. On fait tout ce constat-là. Donc c'est un constat réellement objectif. Et donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, et c'est un peu là-dessus que je vais la suite de mon propos, c'est finalement pourquoi, en fait, hein. Alors, il y a différents facteurs qui vont jouer, hein. Il y a les facteurs de motivation intrinsèque, le type de population, ce pourquoi les gens viennent, etc., qui jouent dans les points positifs. Mais on a vu aussi que les contraintes en fait horaires, le niveau d'engagement, et l'obligation pour nos étudiants de mener en parallèle leur vie professionnelle, leur vie de famille, etc., dans un environnement complet, enfin en grande partie à distance, ce sont quand même plutôt des facteurs qui conduisent à des taux d'abandon élevés. C'est ce qu'on constate la plupart du temps dans les autres formations, alors que nous, on ne le constatait pas. Donc ça, c'est sans doute dû, et en tout cas, on interroge nos étudiants et qu'on analyse un peu les choses, on a raison de le
penser. Ce qui joue favorablement, c'est le système tutoral que l'on a mis en place. Je vais essayer de vous détailler un petit peu ici, puis après on essaiera de prendre un peu de recul en fait, hein, sur un certain nombre de principes. Alors le système tutoral écrit ici, c'est un système donc, qui comprend différents types de tuteurs. Donc là, finalement, les petites cases que vous voyez ici, je non, hop, les petites cases, en fait, hein, chaque profil ici correspond finalement à un type de tuteur. Donc on a 6 types de tuteurs dans le dispositif. Donc c'est assez complet, hein, on va dire. On a des tuteurs, en fait, le premier tuteur, c'est le tuteur programme, donc bon là il n'y en a qu'un, dans le master dont je vous parle, ici, c'est moi. Donc, on est responsable de l'ensemble de la formation et donc on doit gérer les problématiques globales en fait, liées à la formation, les problématiques pédagogiques, aussi bien vis-à-vis des enseignants que des apprenants. Donc ça, c'est la direction de master. Ensuite, on a un tutorat administratif qui donc est constitué de 2 personnes qui s'occupent enfin même de 3, qui s'occupent de toute la partie dossier administratif. Alors, à l'université, c'est assez compliqué, hein, donc, en plus quand on vient de la formation continue. Donc, c'est des gens qui interviennent très, très en amont, évidemment, pour faciliter l'inscription, l'accès à la formation, mais après qui interviennent aussi pour tout ce qui est déclaration auprès des financeurs, vous savez, toutes les feuilles d'émargement, etc. C'est un truc énorme, hein, chaque année, je dois signer, je sais pas, peut-être 5000 fiches de présence, un truc comme ça. Enfin, c'est monstrueux, en fait, hein, le papier qu'il y a. Donc tout ça est géré par des gens qui sont chargés de l'administration et qui sont donc vis-à-vis des apprenants, aussi des personnes ressources, hein, vis-à-vis de tous les problèmes administratifs qui vont se poser. Et Dieu sait s'il y en a et qu'ils sont variés. Ensuite, on a des tuteurs techniques qui sont là pour résoudre toutes les problématiques techniques en fait, d'accès à la plateforme, de fonctionnement de la classe virtuelle. Au début, évidemment, il faut que les étudiants arrivent à se connecter, le matériel, installer les bons plugins, arrivent à faire marcher leur micro pour qu'ils puissent parler dans la classe virtuelle, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. On les fait aussi travailler sur des outils spécifiques. Donc, il y a toute une dimension même à l'intérieur du contenu de la formation qui impose en fait d'avoir un arsenal technique, on va dire, un petit peu au-dessus de la moyenne du utilisateur bureautique de base. Et donc tout ça est suivi par des gens qui ont ce rôle-là. Ensuite, on a des tuteurs de cours. En fait, hein, les tuteurs de cours sont chaque enseignant en fait qui est responsable évidemment de son cours. Donc là, il gère évidemment son module. C'est l'enseignant qui doit mettre à disposition les ressources, animer les forums ou les activités pédagogiques qu'il a lancées, répondre à toutes les questions de fond, etc. Enfin, gérer tout ce qui concerne en fait son espace de cours et les relations qu'il y a sur le contenu, sur l'animation de son cours entre lui et les apprenants et les apprenants entre eux aussi à l'intérieur de son cours. C'est évidemment lui aussi qui va corriger, évaluer les travaux qui sont réalisés par les étudiants, etc. Ensuite, on a des tuteurs projets. Donc, les tuteurs projets sont des gens qui sont responsables, ils font partie de l'équipe pédagogique et ils sont responsables en fait du suivi des projets, de l'accompagnement des étudiants dans le cadre de leur projet professionnel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un projet à réaliser qui fait l'objet d'un mémoire, donc l'accompagnement durant le projet et lors de la rédaction du mémoire va être suivi par une personne qui a été désignée et qui va donc suivre en fait hein, et jouer le rôle de pivot. Ça, il va suivre en fait l'étudiant et puis s'il y a des questions auxquelles il ne sait pas répondre ou s'il y a des besoin d'intervention de tel ou tel autre enseignant sur un point particulier, je ne sais pas quoi, en ergonomie ou sur le tutorat ou sur un domaine technique, il fera le lien entre l'étudiant qui a des difficultés et puis la personne ressource, en fait, hein, l'enseignant ressource, par rapport à tel ou tel type de problème qui rencontre. Donc ça, ils sont désignés hein, au moment de la mise en place des projets, en général en fonction évidemment de leurs compétences particulières par rapport à la nature du projet qui est mené par l'étudiant. Et puis, on a un dernier type de tuteur. Alors, si les premiers peuvent être peut-être assez classiques, en tous les cas, hein, assez traditionnels dans ce qu'on peut entendre dans les systèmes tutoraux, on a un dernier, pardon, 6e type de tuteur
qui lui est peut-être un petit peu moins courant et qui joue un rôle quand même extrêmement important, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure, qui sont les tuteurs pairs, en fait. Ce sont des anciens étudiants donc, qui ont été diplômés les années précédentes et qui vont venir enfin, qui vont fournir des services aux étudiants futurs pour les accompagner dans leur formation. Et ils présentent évidemment un avantage tout à fait particulier par rapport aux 5 autres types de tuteurs, c'est qu'ils ne font pas partie directement de l'institution, ils sont là pour... ils sont là finalement au titre d'anciens, et donc ils ont un discours vis-à-vis des étudiants, de nos apprenants, qui évidemment est très différents, notamment par la transmission de bonnes pratiques, d'expériences, etc. Mais aussi en termes d'écoute, parce que les étudiants finalement ne leur racontent pas la même chose en fait qu'ils nous racontent à nous, enseignants, ou aux gens de l'administratif, de la technique ou je ne sais quoi. Donc il y a un rôle en fait comme ça d'animation, d'aide, d'organisation aussi de la solidarité dans le groupe, des échanges dans le groupe, etc., qui nous permet à nous, en fait, tuteurs programme, tuteurs cours, etc., d'avoir aussi une vision assez précise de ce qui se passe à distance, alors qu'on a finalement des contacts. On ne voit pas ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des actions, on peut intervenir. Sur les groupes qu'on a et dans le cadre de l'université, il n'y a pas énormément de tutorat proactif. Hein. On est à l'université, c'est pas trop dans la culture. On compte sur l'autonomie en fait des apprenants pour prendre en main leur propre formation. Néanmoins, ces étudiants, ils sont autonomes. Ça ne se décrète pas l'autonomie. Donc, ils ont besoin d'être assistés. Et ce niveau d'assistance-là donne en fait un relève particulier en fait, au tutorat et joue énormément. En tous les cas, c'est ce qui remonte systématiquement de toutes les évaluations qu'on peut faire chaque année sur les différentes promotions d'étudiants, que ce type de tutorat est particulièrement apprécié par le type de service qu'il rend et qui ne sont pas du tout couverts en fait par les 5 premiers ici types de tuteurs en fait. Euh, euh, Alors, on a évidemment une particularité, peut-être pour finir sur la description et de ce que l'on fait, c'est que on a des étudiants qui sont dans un contexte un peu particulier. C'est-à-dire que il faut bien voir que par rapport à ce que je décris et ce que je vais même dire après, euh, il y a des choses qui sont assez difficiles à transposer parce qu'on peut être dans parce que le contexte va être difficile à reconstituer. Nous, on a quelque chose de particulier, c'est que nos étudiants, pour eux, le tutorat, c'est à la fois quelque chose qui leur sert à se former, mais c'est aussi un objet en fait de formation. C'est-à-dire qu'on les forme à devenir des responsables de dispositifs, à des concepteurs de dispositifs de formation hybride qui vont intégrer en fait un dispositif tutorat. Et donc ils ont même un cours sur le tutorat qui leur explique comment on fait. Donc on leur demande finalement enfin, on leur propose un service qui leur rend service, mais en même temps, ce service qu'on leur rend, ils l'étudient comme un objet de contenu, en fait, du cours. Hein, d'où l'effet un peu de miroir que j'essaie d'illustrer ici. Et donc, il est évident que dans un contexte différent, si vous formez des ingénieurs, je sais pas quoi, en mécanique, vous n'aurez pas évidemment cet effet-là. Ça nous a permis aussi, et Jacques l'a un tout petit peu évoqué dans son introduction tout à l'heure, ça nous a permis de demander aussi à nos étudiants finalement de porter un regard critique sur la manière dont on intervenait, à la fois pour nous permettre d'améliorer le dispositif, mais aussi pour que, au travers de ce regard critique, ils puissent finalement apprendre en fait sur ce qu'est le tutorat et finalement prendre le recul nécessaire, ne pas être seulement l'utilisateur finalement du service ou le bénéficiaire, on va dire, du service, mais aussi celui qui regarde le service qui lui est fourni de manière à en dériver des idées voilà, demain, la capacité finalement à en concevoir un qui soit propre et avoir touché du doigt en tant que bénéficiaire aussi de ce qui fonctionnait, de ce qui fonctionnait moins bien et de ce sur quoi il fallait insister.
alors ça donne là, je vais reprendre ma casquette d'enseignant du master. C'est un petit peu c'est un petit peu compliqué pour nous aussi parfois parce que Jacques, en animant le cours sur le tutorat, donne un certain nombre de conseils en fait sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et nous, on ne fait pas forcément ça parce que on a un certain nombre de contraintes à l'université qui font que on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Euh, Parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a différentes raisons. Et donc, du coup, on a parfois aussi un regard critique en fait, de nos étudiants sur le dispositif, qui est parfaitement justifié, d'ailleurs qu'on comprend très bien, et auquel on n'est pas capable de répondre. Hein, ça, c'est clair. Donc, ça aussi, c'est une petite chose un peu particulière à notre formation elle-même. Donc, ce que l'on constate quand même sur l'évaluation aujourd'hui, c'est que le dispositif tutoral, en fait, nous permet d'avoir des étudiants qui ont l'impression de faire partie d'une promotion, alors qu'ils se voient finalement assez peu. Euh, et finalement, le fait de pouvoir communiquer avec les autres, de faire partie d'un groupe, maintient un certain niveau de motivation qui était très fort au départ, certes, mais qui peut s'émousser compte tenu de la difficulté qui est liée au fait de suivre cette formation qui est quand même très exigeante. Euh, ça permet vraiment de maintenir en fait les choses. Je vous citer quelques petits exemples concrets. Alors c'est marrant parce que cette année, c'est pas encore arrivé. Alors je sais pas pourquoi. Je crois que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Euh, En général, à cette époque-ci, là on est 3 décembre, les gens qui sont rentrés en octobre commencent à être très très fatigués. Et donc en général, il y a des mouvements, on va dire, on sent des mouvements qui nous remontent en fait, hein, justement par les différents tuteurs, de difficultés qui apparaissent. Et alors, j'allais dire grogne, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tous les cas, on sent qu'il y a une fatigue qui se fait sentir, fatigue bien sûr individuelle, mais qui se ressent au niveau du groupe aussi. Donc souvent, on est amené à organiser euh, euh, des classes de remédiation, c'est qu'on fait une classe virtuelle, un peu comme ce qu'on a dit ce soir, qui n'a pas de sujet, où on laisse les gens s'exprimer, mais on dit, bon, quels sont vos problèmes et puis à ce moment-là, on vient avec quelques cartouches en disant, bon, souvent il y a des pratiques sur les dates de remise des travaux, des choses comme ça, parce que les gens fatiguent, donc ils veulent des délais, donc on lâche un peu de lest, puis on discute, puis on essaie de revenir sur mais comment vous organisez pour travailler, puis on refait un système où les gens échangent, etc., confrontent leurs pratiques, disent quelles sont leurs difficultés, on essaie de trouver des solutions ensemble, etc. Donc c'est des choses en fait comme ça qui ne remontent que parce que il y a un certain niveau d'écoute. Ce genre de signe-là ne remonte pas par les forums, par exemple. Les gens ne vont pas se plaindre sur les forums. Les forums, ils sont liés à des cours. Euh, on y discute de sujets qui sont liés au contenu du cours. Les gens y apportent des trouvailles qui sont trouvées. On dit tiens, j'ai trouvé un article intéressant, il y a des discussions qui s'engagent. Mais les gens, par expérience, les gens ne vont pas raconter qu'ils sont fatigués à tout le monde sur le forum. Ils n'écrivent pas ça. Donc, euh, donc, quand on sent que ça commence à se tendre, il faut que ça remonte par d'autres moyens. Si on n'a que les forums, si on n'a que ce genre d'outils-là, on est complètement aveugle en fait. Aujourd'hui, le fait que les gens soient fatigués ou pas, ça me remonte beaucoup par les tuteurs pairs. Donc les gens ne me disent pas un tel ou une telle est fatigué, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est pas leur boulot évidemment de faire ça, heureusement. Mais moi, je les ai au téléphone régulièrement, presque toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et, euh, et donc, voilà, on discute et on dit alors, ça se passe comment et puis on me dit, ah là, il y a des choses qui ne vont pas, il y a tel problème dans tel cours, ça, où il y a telle difficulté qui a été rencontrée, où le rythme, là, pareil, cette semaine-là était vraiment très dur. Donc, c'est des choses qui me remontent comme ça et ça permet d'ajuster le dispositif. Donc, c'est quelque chose d'important, en fait, hein, d'avoir cette espèce aussi de deuxième finalement dispositif en dessous du dispositif formel classique écrit, d'avoir quelque chose qui remonte aussi finalement ce qu'on a dans la salle quand on anime en regardant la tête des stagiaires quand ils parlent et qu'on voit bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'on raconte. Euh, euh, tout le retour visuel qu'on n'a pas, en fait, on peut l'avoir aussi par ces systèmes-là. Donc, c'est un exemple, hein, mais c'est quelque chose d'assez important. Alors, euh, les points clés hein, sur ce dispositif, enfin, les choses qui me paraissent importantes. Hein. Après, là, c'est mon point de vue, si vous voulez. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un hyper spécialiste du tutorat, mais je vais vous remonter ce qui remonte des évaluations et
ce qu'en tant que responsable d'un dispositif, je perçois finalement comme avantage au tutorat, et en tous les cas comme point vraiment très important en fait, de ces dispositifs. Le premier point, c'est que c'est un dispositif qui permet de mettre de l'huile en fait, hein, dans les rouages. C'est-à-dire que le, le, le fait d'avoir des cours, notamment à l'université, hein, même les présentiels, hein, il y a une journée, puis voilà, pendant la journée, on fait les choses, puis après, on n'en parle plus. Le fait d'avoir des classes virtuelles et des ressources auto-formatives, etc., c'est extrêmement abrupt, en fait. C'est-à-dire que c'est des briques qui sont posées les unes à côté des autres. Alors, bien sûr, on a réfléchi à la progression pédagogique, à tout ce qu'on veut, il y a une ingénierie derrière, mais ça reste quand même quelque chose qui est très carré, ça. En fait, hein, c'est voilà, on a une journée, on va faire ça pendant la journée, il va y avoir des échanges, je sais pas, il va se passer des choses, mais après, une fois que c'est fini, on peut échanger par le forum, et le forum c'est très très formel comme type d'échange, et puis donc il y a tout ça en fait manque quand même de souplesse globalement, de chaleur aussi, hein, d'une certaine manière, et puis de enfin, dans ces dispositifs, tout doit être fait au moment où ça a été prévu que ce soit fait. Or, on sait bien que dans la formation, les choses ne se font pas. Les gens ne comprennent pas au moment où on voudrait qu'ils comprennent. Ils comprennent plus tard, plus tôt, enfin, parfois pendant, mais on sait bien que les choses ne vont pas se dérouler exactement comme on est prévu. En plus, à distance, on maîtrise moins, hein, la manière dont les gens s'organisent. Donc, il faut être capable de réagir correctement, être capable aussi d'intervenir de manière proactive. Pour pouvoir maintenir un certain équilibre dans son dispositif. Et ça, euh, c'est ça que j'appelle l'huile, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit, en fait, quand je dis l'huile, c'est pas de l'eau, en fait, parce qu'il faut que ce soit visqueux pour que ça soit suffisamment souple pour que tout ça se passe bien, que ça glisse bien, si vous voulez. C'est le côté gras de l'huile. Il faut que ce soit suffisamment visqueux pour que ça tienne les éléments ensemble et que les gens aient l'impression, en fait, de faire partie quand même d'un tout, d'un dispositif. Et quand je dis faut que ça tienne les choses ensemble, c'est qu'il faut que ça tienne les différents éléments du dispositif en termes de contenu, hein, d'organisation pédagogique, mais aussi que ça tienne le groupe, hein, et que ça soude le groupe. Donc avec un niveau de souplesse nécessaire, mais qui fait que les gens ont l'impression de faire partie de la même aventure. Voilà. Ça, je pense que c'est probablement le rôle le plus important, en tous les cas, dans le contexte du master tel qu'on le connaît nous. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très important. Probablement la mission essentielle. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est que ça permet de multiplier les points de vue. C'est-à-dire que le problème de la formation, en fait, qui utilise les nouvelles technologies, c'est que finalement, on a quand même tendance, alors c'était déjà une tendance qu'on avait très fortement à l'université, euh, euh, c'est de dire, bah, il y a celui qui sait qui parle à ceux qui ne savent pas, et puis voilà. Et puis, on fait du descendant. Alors, l'université, c'est un peu traditionnel, euh, mais si on rajoute de l'auto-formation là-dedans, par exemple, eh bien, c'est encore pire, parce que là, on n'a même plus l'éventualité d'une objection, puisque là, c'est la machine qui délivre le savoir qui a été mis dans la machine par celui qui sait, etc. Et donc, le tutorat, c'est finalement dans ces dispositifs-là une manière aussi de multiplier les points de vue. Pourquoi? Parce que d'abord, comme il y a plusieurs tuteurs, bah, en fait, on a un dispositif où il n'y a pas, qui n'est pas centré sur l'enseignant, mais on voit bien que l'enseignant est un des tuteurs parmi d'autres. Hein, vous avez vu, dans le dispositif, il y avait 6 types de tuteurs. Le tuteur court, c'est un seul des types de tuteurs. Donc, d'abord, ça montre bien qu'en fait, hein, la formation n'est pas le problème de l'enseignant uniquement, mais que finalement, l'enseignant n'est vraiment qu'une partie là-dedans. Ça permet aussi, par le tutorat par les pairs, etc., d'apporter en fait un point de vue en fait, qui est celui d'un ancien étudiant, donc avec tout ce que ça peut avoir de recul, de critique vis-à-vis du système, de la manière dont c'est fait, les raccourcis qu'on peut prendre, les choses auxquelles il faut faire attention, etc. Donc ça aide les étudiants, ils ne se sentent pas seuls parce qu'ils voient bien que quelqu'un qui connaît le truc va les aider, etc. C'est multiplier les points de vue aussi parce qu'en favorisant les échanges de tutorat permettant de favoriser les échanges entre les étudiants, eh bien les étudiants se confrontent en fait aux autres et donc comme on a une population extrêmement hétérogène, il est évident que là le décentrage des points de vue est énorme chez nous puisque on va avoir des gens qui sont en formation initiale qui ont 23 ans, qui vont être travailler en groupe avec quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans la formation professionnelle. C'est rigolo de voir comment les gens discutent, de quoi ils parlent, comment ils vont arriver finalement à faire une production commune sur un travail à réaliser pour l'évaluation de groupe sur telle ou telle matière du master. Donc ça oblige finalement les gens à discuter, à rencontrer d'autres gens et à avoir une multiplicité d'acteurs avec qui ils sont en contact. Et on sait que la formation est avant tout une activité sociale. Et donc, si on n'a pas ça,
on a d'abord une efficacité du dispositif qui est beaucoup moins grande, et puis on a des taux d'abandon qui sont énormes, parce que les gens se sentent seuls et qu'ils ne se forment pas pour être seuls. Voilà. Donc ça aussi, c'est évidemment un élément clé. Euh, Autre élément clé, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que quand on doit organiser un dispositif comme ça, quand on doit l'animer au quotidien, eh bien, il nous faut des outils de pilotage. Et c'est pas avec ce qu'on remonte à un LMS, aussi performant soit-il, euh, sur telle personne a passé 10 minutes sur tel module ou je sais pas quoi, entre deux moments de rendez-vous, qu'on va avoir beaucoup d'infos. Donc en fait, on a effectivement quelques infos quantitatives qui remontent du LMS, mais on sait bien que c'est pas ça en fait qui va faire qu'on va réussir à donner un ton, qu'on va réussir à maintenir en fait les gens dans le dispositif de formation sous tension pendant toute une année, pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs dizaines de mois s'ils le font sur 2 ans. Et donc, il faut quelque chose qui soit beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus subtil, en fait, et le tutorat répond à ça. Il n'y a pas d'autre système, enfin, moi, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour arriver à faire ça. Du coup, je m'appuie, moi, énormément, évidemment, sur les remontées de ce système pour être capable de doser, de faire ceci, de faire cela, de faire évoluer aussi la formation d'une année sur l'autre euh, pour répondre, voilà, prendre en compte des zones de difficulté ou des besoins nouveaux qui sont issus de apprenants. Et puis, le dernier point clé qui me paraît vraiment important, c'est la capacité qu'a ce dispositif en fait à favoriser l'esprit de groupe. Donc, ce ne sont pas des photos de ces étudiants. Ou alors, je ne les ai pas connus, celui-là, oui, ils ont beaucoup changé. Mais en revanche, voilà, si on veut que la formation en fait soit vraiment une activité sociale, il faut qu'il y ait un dispositif qui favorise l'échange et, euh, et donc, euh, du coup, euh, on doit, voilà, on doit avoir euh, euh, des gens qui animent, des gens qui favorisent en fait la prise de parole, les échanges, qui fluidifient les travaux de groupe. Hein. Je prends un exemple concret. On demande à nos étudiants de faire des travaux de groupe, mais on ne leur dit pas comment il faut qu'ils s'organisent. Après tout, il faut trouver, et puis ce sont des gens autonomes, ils sont adultes. Euh, Bon, néanmoins, il y a vite des problèmes d'outillage, des problèmes d'organisation, etc. Donc, il est évident que les tuteurs pairs qui sont passés par là, eux, ont des tas de conseils en fait intéressants à donner. Et donc, ils fournissent en fait des outils, des conseils, etc., qui facilitent la vie, qui débloquent en fait certaines situations chez les étudiants et qui donc, du coup, sont libérés de ces difficultés pour se consacrer justement aux échanges lors de leur rendez-vous avec leur petit groupe de travail. Et du coup, s'ils prennent l'habitude de communiquer comme ça, ils sont d'autant plus à même de communiquer dans les classes virtuelles, de communiquer quand on sera en présentiel, etc. Donc, on voit bien que la communication, en fait, elle se fait pas naturellement. Et si on n'a pas un dispositif qui incite, l'expérience montre qu'on va avoir un tout petit groupe de gens qui discutent, et puis le reste, en fait, qui va rester très passif et qui va se perdre dans les limbes petit à petit. Euh, Ça peut être effectivement des participations parfois très actives en fait, qui sont liées au sujet même du cours. Alors, avant qu'on échange, je voulais quand même insister sur trois petits points qui me paraissent importants et qui sont plutôt voilà, des choses qui ne sont pas évidentes en fait à résoudre, parce que là, ce que je vous ai raconté, ça paraît super beau, super bien, mais super efficace. Mais il y a quand même des choses qui sont pas évidentes. Alors, je voudrais parler juste de trois petits points. Le premier, c'est de la difficulté qu'on a à trouver le bon équilibre. Finalement, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais surtout au départ, on a l'impression que d'animer, ça va être difficile, que finalement, on risque d'être toujours en dessous de la main par rapport à ce qu'il faudrait faire. En fait, on se rend compte que c'est pas forcément si évident que ça, et que parfois, on anime trop, en fait. Et il y a quand même un équilibre à trouver, à mon avis, entre le tutorat qui assiste les apprenants et puis aussi le moment où il ne faut pas tutorer, en fait, pour développer en fait l'autonomie chez les apprenants. C'est-à-dire qu'en fait, le but du tutorat, c'est pas de répondre à toutes les demandes, c'est pas le concierge de l'hôtel, en fait. C'est quelqu'un qui doit amener l'apprenant, qui doit l'aider, qui doit faire en sorte qu'il puisse bénéficier d'une expérience de formation la plus efficace possible, mais en même temps, qui doit toujours avoir conscience que cette expérience de formation pour l'apprenant, elle sera d'autant plus efficace qu'il sera capable de
prendre son autonomie de plus en plus. Et donc, finalement, que le tuteur soit de moins en moins sollicité, ou en tous les cas, sollicité sur des choses où il a une réelle valeur ajoutée, alors que sur certaines tâches qui sont réalisées par le tuteur, il y a peu de valeur ajoutée parce que l'apprenant aurait pu trouver de lui-même, aurait pu le faire lui-même. Donc, il y a un côté, si vous voulez, si je prends une image, enfin, faut pas trop les materner, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être tenté de vouloir résoudre tous les problèmes. Et il faut pas résoudre tous les problèmes en fait. C'est pas bon pour le tuteur parce que ça l'épuise, et c'est pas bon en fait, ou les tuteurs parce que ça l'épuise, et c'est pas bon pour l'apprenant non plus en fait. Hein. Donc je pense que cet équilibre en fait là, il n'est pas si simple que ça à trouver, et notamment nous ce qu'on a pu constater avec l'expérience des années, c'est que ce point d'équilibre il n'est pas du tout le même en fonction des groupes. Alors ça, n'importe quel formateur présentiel il le sait. Hein. Quand dans sa salle, il sait bien que tous ces groupes se ressemblent pas, mais à distance, c'est pas si évident que ça en fait de trouver la bonne mesure du premier coup, parce que le tutorat à distance repose souvent sur un certain nombre de procédures, et on a tendance à les mettre en application de manière peut-être un petit peu trop systématique, et puis on n'a pas le retour immédiat. Enfin, c'est pas si évident que ça en fait à trouver. Donc j'insiste un peu là-dessus parce que euh, c'est pas qu'on est toujours trop juste en fait, on n'en fait pas assez. On peut avoir ce sentiment-là. Parfois on en fait trop. Et je pense que nous, dans le master, sur certains points, on en a fait trop, et je pense qu'on le fait toujours, et que c'est pas si évident que ça voilà, à régler. Deuxième chose, euh, euh, il faut être capable de pérenniser le tutorat, mais essayer de faire en sorte que ça ne devienne pas une institution non plus. Alors, je vais vous citer un exemple très concret. On a le problème, nous, avec les tuteurs pairs actuellement. C'est-à-dire que les tuteurs pairs, en fait, jusqu'à quand il reste des pairs en fait. Un tuteur pair qui fait ça une année, l'année qui a suivi son master, effectivement, on peut considérer que la deuxième année, il est encore, c'est un étudiant qui vient de sortir, en fait, donc il a encore son statut d'étudiant. Au bout de quelques années, en fait, il a tellement d'expérience qu'il en a autant que les gens, enfin, que moi, ou sur le master, et donc du coup, il commence à faire partie de l'institution. Alors effectivement, il rend un certain nombre de services, mais est-ce qu'il est encore considéré en fait comme que par les autres apprenants comme un des leurs, en fait, même s'il n'est pas, on sait qu'il l'a fait juste avant, on sait qu'il l'a fait, etc. Mais à partir de quand, finalement Alors, ça c'est vrai pour les tuteurs pairs, je pense que c'est vrai pour tous les types de tuteurs aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même je pense que le tutorat ne peut pas être le même dans une formation tout au long, pendant plusieurs années de suite, parce que les apprenants en fait qui arrivent sont plus les mêmes, parce qu'ils ont des relations à la formation à distance qui n'est pas la même. Certains on commence à en avoir déjà fait ailleurs, alors qu'avant ça n'arrivait jamais. La relation à la technologie, aux usages des réseaux sociaux, etc. Tout ça en fait a fait que les comportements, les attitudes des gens ont changé, et donc il faut être capable en fait de s'adapter, et donc de pas trop il ne faut pas que le tutorat repose sur trop de procédures, en fait. Donc là, je pense aussi que c'est un petit danger qu'il y a, euh, alors que ça peut être rassurant et confortable, en fait, hein, d'institutionnaliser évidemment le tutorat. Et puis, euh, et puis la dernière chose aussi, et ça me permettra de rendre hommage publiquement à tous les gens qui œuvrent avec moi dans ce master, à tous les tuteurs dont j'ai parlé, euh, ils se reconnaîtront, mais et il est évident que ça repose aussi beaucoup sur la personnalité des différents acteurs en fait, hein, du dispositif. Et donc on est quand même on est dans la relation humaine hein, dans le cas du tutorat, donc on est très très dépendant évidemment des acteurs dont on dispose. Alors moi j'ai la chance dans le master de disposer d'une équipe tout à fait performante et exceptionnelle. Mais cette équipe-là, elle ne sera pas forcément là tout le temps. Les gens ils bougent, etc. Dans un autre contexte, on n'a pas forcément on a les gens qu'on a, et donc on est quand même très très lié finalement à un petit nombre de gens en fait qui ont des postes clés. Donc ça reste des dispositifs qui sont assez fragiles et qu'il faut être capable de maintenir dans le temps. Et c'est pas si évident que ça en fait. Hein. Donc ça nécessite, je pense, de la part du responsable des dispositifs aussi voilà, quelques qualités de probablement de management, de capacité aussi à anticiper sur les évolutions en termes de compétences de ces équipes, etc., à les mobiliser pour être capable en fait de maintenir dans le temps en fait un certain niveau de qualité, sachant que les types d'interventions vont bouger en fonction des gens qui vont les faire. Et que ça, voilà, on ne peut pas fossiliser les gens, c'est pas bon. Donc, voilà. Donc c'est aussi une petite fragilité de ces dispositifs-là,
euh, parce que là, vraiment, c'est vraiment très très lié à la personnalité des gens et la capacité à réagir. Donc voilà ce que je voulais un petit peu dire. Alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus hein, sur un dispositif comme ça, mais euh, pour vous brosser un peu le panorama, et puis maintenant je suis prêt à répondre à toutes vos remarques ou vos questions sur. Ok, merci beaucoup Sylvain pour cette présentation. Alors bon, bah, tu nous as dit effectivement beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai noté déjà, alors je vais jouer un peu le faux naïf, hein, tu m'excuseras, mais euh, bon, alors tu nous as parlé de la multiplicité des profils de tuteurs et des personnes physiques, hein, des tuteurs eux-mêmes auxquels les étudiants pouvaient s'adresser. Alors, je crois qu'effectivement, cette multiplicité, elle permet certainement aussi d'éviter la création d'un lien de dépendance de l'étudiant vis-à-vis d'une seule figure du tuteur. Mais finalement, comment ont émergé ces profils de différents tuteurs? Est-ce que c'est venu suite à une réunion particulièrement prolifique ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Enfin, comment s'est bâti finalement ce système tutoral? En fait, il y a eu plusieurs facteurs. Bon, il y a des tuteurs, il y a des tuteurs qui sont des tuteurs assez évidents, qui sont liés à l'organisation elle-même de l'université. C'est-à-dire qu'il y a forcément un responsable d'information qu'on appelait tuteur programme, il y a forcément des gens qui s'occupent de l'administration, etc. Euh, Après, sur les autres profils ou sur l'organisation, ou sur le fait même qu'ils soient inclus dans un dispositif, parce qu'à l'université, ces profils existent, mais ils n'ont pas l'impression de faire partie de la même équipe, en fait, forcément. Et en tous les cas, on ne leur présente pas ça comme ça. Ça, c'est plus lié, effectivement, à la conjonction, effectivement, de facteurs qui étaient que grâce à ton arrivée dans le dispositif, en fait, on a pu inclure en fait cette dimension tutorale dans le master, en fait, hein, et donc on a eu euh, une élaboration, je dirais, d'un profilage en fait qui a été fait à ce moment-là, et puis par le retour aussi en fait des étudiants quand on les interrogeait sur le dispositif tutoral qu'ils souhaitaient, quand on leur a demandé ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas bien, ce qu'ils auraient voulu avoir en fait comme service supplémentaire, euh, et c'est à partir finalement de ces couches successives en fait que s'est monté le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui. Euh, euh, voilà, donc ça veut dire aussi que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que euh, ça c'est l'état des lieux aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être différent, probablement, et on continue à essayer de challenger notre dispositif euh, au regard des différents acteurs du dispositif, hein, notamment les bénéficiaires. Mhm. J'avais Alors, la tu question. nous as dit tout à l'heure qu'il y avait un problème d'équilibre, peut-être, en tous les cas, qu'il y avait un équilibre à trouver, hein. Moi, j'aime beaucoup cette formule. Le tuteur devrait toujours se poser la question, est-ce que j'en fais assez, est-ce que j'en fais pas trop? Mais à partir du moment où il y a une équipe de tuteurs, c'est une interrogation qui est plus collective. Et finalement, comment les actions de ces différents tuteurs sont coordonnées, si elles le sont? Finalement, comment l'étudiant arrive à se repérer aussi parmi tous ces profils de tuteurs? Alors là, il y a une coordination, il y a une coordination à plusieurs niveaux. Donc il y a une coordination, il y a des coordinations un peu de fait. Si on prend tout, si on élimine toute la partie administrative, etc., qui la roule à l'intérieur de procédures qui sont internes à l'université. Euh, donc là, je dirais que enfin, ça tourne tout seul. On a inclus des process existants dans le dispositif tutoral. Il n'y a pas eu de création en particulier. En ce qui concerne euh, les, euh, les, les tuteurs de cours, il y a une coordination assez légère en fait, qui consiste à en deux points, soit une réunion collective en fait des différents
tuteurs de cours lors desquels on présente des résultats d'évaluation, on fait un peu le bilan de l'année. Cette réunion a lieu en principe tous les ans et encore, il y a déjà pas lieu, donc c'est quand même extrêmement léger. Et puis après, c'est beaucoup plus des discussions entre les enseignants et le tuteur programme, en fait, hein, qui fait finalement le lien entre tous les enseignants. C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, dans un dispositif comme celui-là, les enseignants se voient jamais, en fait, hein, donc se connaissent même pas. Donc on doit faire un dispositif qui a l'air super cohérent avec des gens qui se sont jamais vus, des enseignants qui ne se sont jamais vus en fait, dans master. Donc, et comme nos enseignants sont aussi répartis un peu partout, en fait, c'est impossible, vu le niveau d'intervention qu'ils ont, qui est très faible, en volume horaire, de contracter une réunion. Hein. Donc, voilà, donc ça fait partie des difficultés d'équilibre, mais ça, c'est lié, très lié au contexte de l'université et de cette formation en particulier. Après, les coordinations vis-à-vis des tuteurs pairs, comme je disais tout à l'heure, là, c'est probablement là le lien le plus fort, puisque moi, j'ai des discussions avec des tuteurs pairs de façon extrêmement régulière et fréquente, en fait, surtout. Régulière, pas toujours, mais surtout fréquente. Et donc, il y a des processus d'alerte en fait, hein, qui permettent de remonter les choses. Et puis on a des discussions qui permettent de tous les aspects de la formation gérée un peu au quotidien. Ok. Et alors, je t'avais posé en fait deux questions, mais je te reformule la deuxième. Ils s'y retrouvent les étudiants dans cette multiplicité de tuteurs? Ouais, globalement, pas trop mal, pas trop mal. Alors, on fait des efforts de présentation hein, en début d'année. On refait une deuxième réunion, je sais plus, 15 jours, 3 semaines après la rentrée, pour repréciser un certain nombre de choses. Euh, il y a un discours aussi des tuteurs pairs, qui sont finalement les tuteurs qui sont les plus proches, souvent des étudiants, pour repréciser les choses, en fait, parce que souvent, finalement, le tuteur pair est un petit peu le guichet d'entrée assez rapidement, et donc c'est lui qui redispatche. Ou alors le tuteur programme, c'est souvent au debout finalement du schéma de tout à l'heure que se retrouvent les entrées un peu directes. Euh, les enseignants, là aussi, ça va a priori vers qui orienter si ça leur remonte. Mais finalement, ouais, ça se cale pas mal. Ça, je trouve que on n'a pas trop de difficultés de ce point de vue. Ok, bon Jean-François, je me retourne vers toi. Tu as noté peut-être des questions dans le chat ou sur le fil Twitter ou des remarques même. Alors j'ai une question en ce qui concerne donc le tutorat qu'on a bien compris être à la fois pour eux un outil de leur formation, mais aussi plus tard un outil qu'ils auront à déployer dans le cadre de leurs activités professionnelles, donc double intérêt. Et par là même, est-ce qu'on peut quantifier donc au sein de cette formation la part de tutorat par les pairs, c'est-à-dire entre eux, est-ce qu'on peut quantifier leur degré d'interaction qui contribue à leur formation? Quantifier, c'est difficile. Alors, c'est vraiment difficile. Euh, c'est difficile pour deux raisons. D'abord, c'est difficile parce que c'est beaucoup d'interactions très courtes en fait et que personne n'en fait la trace. Donc il faudrait être capable d'en faire liste. Et puis, il y a une deuxième difficulté qui est liée au fait que comme c'est à la fois le sujet de la formation et puis ils sont dans la formation, c'est qu'ils sont à la fois, ils apprennent à monter des dispositifs blended et puis en même temps ils sont apprenants dans un dispositif comme ça, les choses ont tendance à se confondre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre des deux en fait, et qu'il faudrait comptabiliser presque deux fois. Donc je pense que c'est assez délicat. Néanmoins, d'une manière plus globale sur la formation dans le master, et le tutorat en fait partie, parce qu'il n'y a pas que le tutorat qui est concerné par ça, toutes les autres matières aussi, l'ingénierie, etc. Euh, 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 je pense que les étudiants apprennent probablement autant de leur expérience en fait en tant que formés dans un dispositif que ce qu'on leur raconte. Oui, C'est vraiment important. Oui. je pourrais peut-être compléter en disant qu'il y a aussi une autre difficulté, c'est que les médiations entre les étudiants, donc les entraides qu'ils peuvent se donner, elles se passent pas toujours dans des espaces institutionnels. Jamais.
où on a des traces, et même souvent, rarement dans ces espaces, et elles se passent ailleurs. Et donc, bon, par contre, si on n'est pas capable de le quantifier, on voit bien par les témoignages que les étudiants peuvent apporter que c'est quelque chose qui est important pour eux. Alors peut-être pas tout le temps, peut-être à certains moments, parce que si on a assez peu d'abandon, il y a aussi quand même la tentation de l'abandon qui est là, la difficulté à persévérer. Et sur ce plan-là, les interactions entre les pairs jouent très très favorablement, bien Il évidemment. aurait été intéressant, D'autres sans questions aller dans la peut-être quantification vraiment stricte du terme, mais vu qu'il y a 6 formes de tutorat sur cette formation, euh, il aurait été intéressant de pouvoir estimer au moins, enfin, en tout cas, à peu près, la part du tutorat par les pairs par rapport aux formes de tutorat plus formelles. C'est un peu vers ça que je voulais en fait en venir, vu qu'il est très important pour eux. Mm. Oui, mais comme on a du mal à le quantifier, du coup, même le rapport est difficile est difficile à faire. Mais, Et- euh, mais on pourrait, enfin, c'est une question intéressante en fait, et ça pourrait être intéressant effectivement de creuser. Et d'ailleurs, on quantifie non plus, pas forcément de manière très exacte, les interventions tutorales des autres profils de tuteurs. Parce que bon, il y a un cadre qui est donné, qui est souvent, bon, enfin, qui se traduit par un certain nombre d'heures, voilà. Mais bon, les tuteurs ne gardent pas forcément non plus des traces quantitatives de leurs interventions. Et donc c'est un peu compliqué d'établir ces rapports-là. Oui, tout à fait. Il y avait d'autres questions, je pense, Jean-François, dans le Non, chat. j'en relève pas d'autres de la part de notre public. Alors moi Il j'en y a avais une noté question une ou qui deux, alors mais qui sont passées un peu plus. Il y avait tout d'abord une question d'Anne qui demandait combien en fait il y a de personnes dans cette équipe pédagogique. j'en sais rien. Bah La je sais question pas, on peut faire piège. ça par déduction. T'as 16 cours, donc t'as pas tout à fait 16 enseignants. Il y en a qui font plusieurs cours. Ah, voilà, plus donc il y a un peu moins d'enseignants. Il doit y avoir, je sais pas, en tout la totalité de l'équipe, ça doit être une vingtaine de personnes. C'est ça, ouais, à peu près. Ouais. Mhm. Une vingtaine de Il y avait personnes. Dodrine aussi qui posait une autre question. Il voulait savoir, alors je reviens au début là de ton intervention, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut appeler des travaux de qualité très élevés? Qu'est-ce qui te fait Ah, utiliser ce qualificatif-là? en fait, là où ça se traduit, ça se traduit par deux choses. La qualité des productions, enfin, il y a peut-être une chose que je n'ai pas précisée en fait, pour que les choses soient plus claires. On demande, nous, dans le cadre de cette formation, à nos étudiants de produire, en fait. Donc on ne leur demande pas, on ne fait pas faire des dissertations ou je ne sais quoi, on leur apprend à Mhm. faire, donc on leur demande de faire. Et donc, on leur demande de faire à deux niveaux pour évaluer chacun des cours. Donc, il y a une production à réaliser, en groupe ou individuel, hein, ça dépend des cours. Et puis, il y a évidemment la grosse production qui est le mémoire, qui doit s'appuyer sur le, sur le projet. Ce que l'on constate, en fait, c'est que les gens sur le projet vont très au fond des choses, en fait, dans le projet d'une manière générale, et qu'en plus, dans le cadre du mémoire, ils font en général preuve d'un recul important. Et ils arrivent en fait à vraiment sortir de leur expérience pour essayer d'en tirer une problématique qui développe de manière construite, argumentée. Euh, Ça, c'est des choses que l'on a du mal en fait à retrouver de manière systématique dans d'autres formations. Euh, Nous, notre problème, en fait, peut-être pour donner une anecdote que je cite souvent, mais qui est rigolote parce que souvent les gens ne me croient pas quand je raconte ça, mais on est quand même obligé de faire des classes de remédiation dans cette formation pour expliquer aux gens qu'il faut travailler moins à nos étudiants parce qu'ils s'épuisent. Et donc, moi, le premier devoir, j'avais pas donné de quantité que j'ai reçu dans cette formation quand j'ai commencé. J'aurais demandé de faire un synopsis sur une séquence de 15 minutes.
je fais un sujet, puis je leur dis, je vous ferai un synopsis, hein, une progression pédagogique sur une séquence de 15 minutes. Donc c'est quelque chose qui doit tenir en quelques pages. Enfin, c'est un tout petit document, normalement. Le premier document que j'ai reçu faisait 140 pages. Il y avait une erreur. Et en fait, c'est le plus petit document que j'ai reçu de tous les documents. Ils avaient été faire une analyse approfondie, mais un boulot monstrueux. Donc les gens me disent, j'ai passé 90 heures sur votre devoir, mais je ne sais pas ce que j'ai demandé. En fait. Mais ils veulent aller au bout, parce qu'en fait, c'est des gens qui vont mettre en application derrière, et donc ils veulent profiter au maximum de cette formation pour être capables d'acquérir en fait le maximum de compétences en étant au contact de pairs, de gens qui font la même chose qu'eux pendant cette expérience-là, et puis d'enseignants qui sont en principe des experts, en tout cas réputés comme, et donc ils vont pouvoir avoir un regard critique, leur apporter des choses par rapport à ce qu'ils font. Donc c'est ce niveau-là d'engagement en fait qui fait que la qualité des travaux est sensiblement plus élevée. Moi, j'ai des tonnes de mémoire dans mes fichiers il n'y a pas photo, on sait les reconnaître quasiment à la lecture, même en aveugle. Donc voilà, après, de combien, là aussi, la quantification, c'est compliqué. Mais Je crois qu'il y a une chose qui joue beaucoup, c'est que comme on laisse quand même une assez grande liberté aux étudiants sur le choix en fait des sujets, hein, bon, ils ont des productions à produire, mais ils peuvent les réaliser à partir du terrain qu'ils souhaitent. Donc, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, ces étudiants sont souvent en poste et parfois ils font le master parce que justement ils ont un poste de chef de projet e-learning ou en tous les cas de directeur de projet de formation en ligne à investir. Et donc il y a les enjeux académiques, mais il y a aussi certainement des enjeux professionnels à côté qui leur font parfois aller bien au-delà des demandes académiques. Je pense que c'est assez sensible. Bien sûr, bien sûr. Oui, la preuve en est que, si vous voulez, moi, quand je fais le même cours dans une autre université, je fais le même cours. Quoi. Donc ça vient pas de moi. Ça c'est sûr. Ça vient bien d'eux, en fait. Et c'est un double facteur qui est une forte motivation parce que une opérationnalité très forte dans leurs objectifs, en fait, hein, la mise en œuvre opérationnelle, voire même parfois pendant qu'ils sont en formation, hein, directement. Donc une relation très rapide entre ce qu'ils doivent faire et puis ce qu'ils apprennent. Et puis une ambiance de travail générale aussi, parce qu'ils se retrouvent qu'avec des gens finalement qui ont ce niveau-là d'engagement. Et donc forcément, ça crée une ambiance générale notamment dans les travaux de groupe, en fait, il y a une émulation assez naturelle qui se crée, en fait, tout simplement. Quoi. Donc c'est un système qui s'entraîne un petit peu lui-même, ce qui se fait évidemment au plus grand plaisir des enseignants qui sont extrêmement satisfaits d'avoir un niveau de questionnement, un niveau d'engagement des étudiants qu'on ne rencontre pas forcément partout. Quoi, en fait. Donc c'est extrêmement agréable. Hein. Alors pour finir, j'aimerais citer un témoignage qui vient d'être porté dans le chat d'une étudiante qui suit ce master et qui réside aux Antilles. Et donc elle ne participe pas au regroupement présentiel. Et elle souligne qu'effectivement le tutorat par les pairs est quelque chose de très important pour elle. Et donc voilà, c'est peut-être aussi un autre témoignage. Mon entreprise me demande une conduite de projet dès maintenant, 6 mois plus tôt que prévu, grâce en partie aux productions à réaliser. Voilà, hein, donc c'est vrai que le fait que la formation soit très professionnalisante peut aussi amener à l'accélération de la prise de poste dans l'entreprise. Merci beaucoup Sylvain hein, pour cette intervention aujourd'hui. Et donc je voulais simplement vous dire qu'on arrive presque déjà au bout des 10 ans de TAD, hein, puisque nous n'avons plus que 3 conférences. Donc jeudi prochain en hangout, je ferai une intervention sur l'ingénierie tutorale et je détaillerai quelques-unes de ces actions qui peuvent être menées pour justement concevoir ces services tutoraux. Car si, comme l'a dit Sylvain, il ne faut pas trop procédurer, en même temps, il est nécessaire d'avoir une offre initiale vis-à-vis des apprenants.
et puis bien sûr ensuite d'être à leur écoute pour la faire évoluer, la faire vivre. Donc c'est un peu le but de l'ingénierie tutorale. Et puis mardi prochain, Marcel Lebrun va nous parler de la posture de l'enseignant en pédagogie inversée, donc en présentiel, mais qui présente pas mal d'analogies avec la posture du tuteur à distance. Donc on fera des comparatifs. Et jeudi prochain, eh bien, ça sera, non, jeudi en 8, pardon, ça sera la conférence de clôture qui sera donnée par Pierre Gagné et qui dégagera des pistes de recherche peut-être pour le tutorat à distance et donc qui va peut-être nous donner du travail pour les prochaines années en quelque sorte. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.